Hop. Et c'est parti, je vous laisse la parole du coup. Merci Hélène. Eh bien, tu peux laisser ta caméra. Donc, nous faisons ce live aujourd'hui suite à la capsule du retour sur investissement de la prévention. Et nous intervenons, donc il y a Monsieur Capelletti, professeur Capelletti, qui va se présenter, et moi-même, donc la titulaire de la chaire de prévention des risques professionnels et environnementaux. Je reprendrai peut-être la parole pour une petite introduction ensuite. Laurent, je te laisse te présenter peut-être. Oui. Donc, je suis Laurent Capelletti. Donc, je suis professeur titulaire de la chaire de contrôle de gestion au Conservatoire des Arts et Métiers national. Et je suis un expert, un spécialiste de la comptabilisation du cachet, donc de l'invisible. On peut dire aussi de l'extra-financier, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans la comptabilité, les budgets classiques, qui a le défaut, mais on ne peut pas faire autrement, qui a le défaut d'exclure les phénomènes humains. Voilà. Donc la comptabilité du cachet, la méthode des coûts performances cachés, c'est pour en fait identifier les coûts et les performances des activités humaines, et notamment des activités humaines de prévention ou de non-prévention, justement. Voilà. Ah, ça va être parfaitement le sujet d'une discussion. On va peut-être rentrer un peu plus dans le sujet. Je voulais peut-être faire un petit rappel avant de te laisser la parole et peut-être expliquer un petit peu plus, effectivement, développer ce sujet, même si les auditeurs ont déjà écouté beaucoup de choses de par le MOOC. Et justement, ça va être une approche complètement transverse, puisque finalement, je pense que vous le savez tous maintenant, ce qu'on a voulu démontrer, c'est que la prévention, c'est une politique complètement transverse qui touche tant les domaines juridiques, éthiques, sociaux, RSE, économiques, mais surtout commerciales, puisque finalement, en particulier, il faut viser en particulier les TPE et les PME, dont il est évident que la performance économique est absolument vitale. Vous le savez, mais on va clarifier que la prévention ne sont pas que des dépenses, mais bien au contraire, de nombreuses études maintenant, et certaines continuent, pour arriver à démontrer que la prévention et finalement apporte des gains qu'on ne voit pas forcément en monnaie sonnante et trébuchante dans la comptabilité, mais apporte des gains substantiels auprès des entreprises, par des enjeux, tous les enjeux que ça peut impliquer, que ce soit l'absentéisme, le turnover, les cotisations, des coûts immédiats, simplement de remboursement d'accidents ou d'arrêt de production. Et puis, effectivement, je pense qu'il faut savoir visualiser, ne serait-ce que la qualité de vie au travail, ce qui n'est pas évident aujourd'hui, de considérer que faire de la qualité de vie au travail peut rapporter de l'argent à l'entreprise. Bien sûr, tout ça se suit par des indicateurs, mais je pense que Laurent va nous expliquer tout ça précisément. Et cette prévention, ces bénéfices de prévention touchent véritablement tous les axes de l'entreprise, que ce soit organisationnel, technique ou humain. Voilà, pour moi, c'est les grandes lignes. C'est les grandes lignes, et je sais que dans le forum, alors on va commencer par, peut-être je vais laisser la parole à Laurent pour reprendre quelques grandes notions qui vous ont déjà été données dans le MOOC, et ensuite on répondra à vos questions. Donc
Laurent, comme spécialiste et comme expert des coûts cachés, quelle est ta vision justement en ce qui concerne la prévention? Comment vois-tu la prévention ou comment identifies-tu la prévention? Alors, Comment on peut la justifier dans les coûts cachés? donc je vais, pour développer ce que je vais dire, je vais vous passer un slide. Alors, je vais le chercher. Alors, Alors, voilà, je vais chercher mon c'est slide. bon, vous l'avez. Voilà. Alors, pour le partager, il faut aller sur le petit plus action. Oui, c'est bon. En bas à gauche, c'est bon. Voilà, il se charge. Voilà. Alors, j'en profite pour vous recommander cet ouvrage. Que sait-on du travail? Donc, il y a un ouvrage collectif qui est paru aux presses de Sciences Po, qui est composé de chapitres sur en fait les coûts-valeurs du travail, et notamment avec des chapitres très centrés justement sur la mesure en fait de ce que coûte la non-prévention et de ce que rapporte la prévention. Voilà. J'enverrai les slides après voilà. Alors, voilà. Pour m'expliquer, je vais partir de ce trèfle. Tout est résumé là, en fait. Vous avez donc l'activité humaine, comme vous le savez, résulte en fait de l'interaction entre des comportements humains et les structures dont elle a disposition pour travailler. Et quand cette interaction dysfonctionne, ça entraîne en fait des dysfonctionnements en termes de conditions de travail, d'organisation du travail, de communication, gestion du temps, etc. Et la conséquence de ces dysfonctionnements entraîne 5 grandes conséquences de l'absentéisme au travail. Alors, bien sûr, l'absentéisme au travail ne résulte pas que, bien entendu, de ce qui se passe au travail. Il y a parfois des causes endogènes, des épidémies, etc. Mais en revanche, quand il y a une part de l'absentéisme, bien entendu, qui est liée aux mauvaises conditions de travail, organisation de travail, communication, c'est-à-dire à cette mauvaise interaction entre les structures et les comportements humains. Ça entraîne bien entendu des accidents du travail, ça entraîne de la rotation du personnel, les gens ne sont pas contents et au bout d'un moment, quand ils en ont l'opportunité, ils s'en vont, ou bien ils ne viennent pas, pénurie, on a du mal à les recruter. Bien entendu, ça entraîne aussi des défauts de qualité des produits et des services, et puis ça entraîne, on appelle ça de la sous-efficacité. Les coûts cachés, c'est ça. C'est donc finalement tous les coûts qui sont liés à des dysfonctionnements dans les activités humaines. Et donc, quand on met en place une politique de prévention des risques au travail, forcément, cette politique, alors bien entendu, si elle est pertinente, mais on va poser l'hypothèse qu'elle l'est, eh bien, ça va améliorer. Alors après, ça dépend des différentes actions qui la composent, mais ça va forcément améliorer, si elle est pertinente, les conditions de travail, l'organisation du travail, la formation, forcément, et donc ça va réduire
les dysfonctionnements d'activité humaine, et donc ça va réduire en fait tous les coûts cachés qui sont liés à ces défauts. Et donc ça, on peut le mesurer assez facilement. D'un côté, on peut mesurer justement les coûts cachés des dysfonctionnements des activités humaines, mais on ne peut pas le mesurer en comptabilité classique et budgétaire, c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire que en comptabilité classique, dans les budgets classiques tels qu'ils sont faits, dans les administrations, dans les hôpitaux, quand on réduit un coût, si vous voulez, généralement ça fait mal. Alors que quand on réduit un coût caché, au contraire, ça fait du bien. Parce que c'est un coût caché, c'est la conséquence en fait d'un dysfonctionnement, d'une insatisfaction sociale au travail, d'un dysfonctionnement dans les activités humaines. Alors moi, ma recommandation dans les différentes recherches-interventions que je mène avec mes équipes depuis près de 30 ans, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de mesurer, au contraire, ce que coûtent les défauts de prévention et ce que rapporte, au contraire, une politique de prévention. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de le faire? Parce que quand c'est bien fait, et dans la plupart des cas c'est bien fait, ça rapporte bien entendu du bien-être au travail, bien sûr, et en même temps, ça rapporte de l'argent à l'entreprise ou à l'organisation considérée. Et donc, ne pas le faire, ne pas mesurer, finalement, c'est ne pas montrer tout l'intérêt qu'il y a à mettre en place des politiques de prévention. Et donc, le premier point, c'est que ne pas mesurer ça, ça nuit finalement aux politiques de prévention. Et puis, deuxièmement, pourquoi le mesurer? Parce que, ça, vous en avez l'intuition, c'est d'ailleurs dit dans les questions par Karine, le chiffre, ça a un impact dans les cerveaux, dans le monde de l'entreprise, mais même chez soi d'ailleurs. Quand on reçoit en fait son bulletin de salaire, quand on voit le chiffre marqué sur son compte, on est content. Et quand on ne le voit pas, voilà, ça va pas. Donc le chiffre en plus a un rôle moteur d'entraînement qui fait que non seulement chiffrer, ça va valoriser les politiques de prévention, et en même temps, ça va inciter à les pérenniser, à les faire, et ça va parler en fait à la fois aux gens et à la fois, bien entendu, aux décideurs, et notamment à ceux qui tiennent les rênes des budgets et de la comptabilité classique, parce que eux, si on ne le fait pas, ils ne le voient pas. Voilà. Donc ça, c'est l'explication. Et nous, on a fait, avec mes équipes, on a fait des milliers de recherches-interventions. Et donc, on a, si vous voulez, toujours constaté que alors, si je m'intéresse maintenant aux dysfonctionnements liés, vraiment, j'allais dire, qui créent vraiment de type défaut de prévention, c'est-à-dire les dysfonctionnements qui vont entraîner, alors principalement, c'est de l'absentéisme au travail, des accidents du travail et de la rotation du personnel. Alors, bien entendu, les défauts de prévention peuvent aussi entraîner des sous-productivités et des défauts de qualité dans les produits et services, mais on va dire que les coûts cachés principaux qui sont liés à des défauts de prévention au travail, c'est vraiment dans les 3 premiers indicateurs, absentéisme, accident du travail, rotation du personnel. Et on se rend compte que, en moyenne, les défauts de prévention, donc ce que peut rapporter une politique de prévention, et donc là je vous donne un chiffre scientifique, c'est-à-dire qui résulte de plus de 2250 études, calculs, publiés, communiqués et validés. Jamais je n'ai reçu la moindre
contestation, y compris d'économistes classiques ou de comptables classiques, de ces travaux. Jamais. Eh bien, on arrive à, si on se centre uniquement sur l'absence du travail et la rotation du personnel, 10 000 € en moyenne par personne et par an de coûts cachés. 10 000 € par personne et par an. C'est-à-dire que dans une équipe de 10, vous avez 100 000 € finalement de coûts cachés qui correspond à un mal-être au travail en même temps. 10 000 € qui sont à récupérer en mettant en place une bonne politique de prévention. Voilà. Voilà ce que je peux dire en rappel général, Sylvie. Mets ton micro, Sylvie. Voilà. Oui, pardon. Merci beaucoup, Laurent, désolé. C'est effectivement énorme et ça démontre bien que la prévention est complètement transverse à toutes les activités d'une entreprise et pas seulement des EPI ou des EPC tout simplement que l'on achète et qui sont un coût. Ça touche absolument tous les services et toute la structure complète de l'entreprise. Et effectivement, ces études, comme tu le confirmes, sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus démontrées scientifiquement, non contestables. Et finalement, il y a quelques années, on disait que c'était un rapport de 1 sur 2 ou rapportait à 1,2 ou 1,3 ou 1,5. Aujourd'hui, on arrive à justement, avec ces perfectionnements d'études beaucoup plus approfondis, beaucoup plus larges, à des coûts qui sont quand même très conséquents. En fait, des gains, pardon, le mot est mauvais, mais voilà. des gains qui sont quand même très conséquents. Est-ce que, une question me vient, est-ce que dans les études, il y a des comparatifs avec des pays étrangers? Oui. Comment ça, c'est des études françaises, européennes ou internationales? Alors déjà, moi, ma base de données avec mon équipe, donc du CNAM et puis de l'ISEOR, l'Institut de socio-économie des entreprises et organisations, c'est 2250 entreprises, 75% sont françaises et 25% sont tout pays, quoi, hein, européennes, africaines, chinoises, on est même intervenu en Chine, du temps où on pouvait y aller. Bon, donc même en Chine, ils font ils sont intéressés parce que alors. C'est un peu plus compliqué parce que évidemment, pour les mesures, il faut mettre la main sur des dysfonctionnements et donc ils n'aiment pas trop. Voilà, ils n'aiment pas trop montrer ce qui dysfonctionne, mais ils sont obligés parce qu'en fait, ils ont des grosses problématiques justement d'attractivité. C'est-à-dire en Chine, ils sont en pénurie ils ont une rotation du personnel qui est absolument énorme. Et donc, ils commencent à se rendre compte que la qualité de vie au travail, alors c'est compliqué pour eux d'en parler parce que si on parle de qualité de vie, oui, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de qualité de vie en fait. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais ils y sont conduits parce que, et en plus comme eux, c'est un pays qui est nationaliste, donc il n'y a pas d'émigration possible, de main-d'œuvre étrangère en fait. Hein. Non, ils sont sur une démographie qui est effroyablement déclinante. Et donc, à partir du moment où ils ont quelle que soit la taille de l'entreprise, à partir du moment où ils ont fidélisé une personne, l'objectif, c'est vraiment de la garder. Donc, du coup, ils s'intéressent, d'une façon générale, ils s'intéressent de plus en plus au sujet. Et donc, oui, il y a des comparatifs. Alors, globalement, donc la conclusion est la suivante. Il y a une corrélation très forte entre la qualité du management dans les équipes, puisque finalement, la prévention, c'est un des leviers de la qualité du management global d'une entreprise. Ça fait partie de... Pourquoi ? Parce que c'est créateur de satisfaction sociale, de bien-être, et c'est créateur, quand c'est bien fait, on l'a dit, c'est créateur de valeur économique.
Donc, c'est un des leviers de la qualité du management. C'est un des leviers on peut appeler ça aussi la QVCT, hein, la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Ça impacte également, me semble, enfin, je repense à la Chine, mais mais globalement, c'est valable pour toutes les entreprises, sur une qualité, alors que ce soit une qualité de production ou que ce soit une qualité d'image de l'entreprise elle-même vis-à-vis de son public, qui sont ses clients, finalement. Alors moi, je mets ça dans qualité du management, effectivement. Maintenant, avec l'évolution, j'allais dire, de notre contexte européen, ce que renvoie l'entreprise devient un élément de finalement son image générale. Alors à la fois chez ses clients, bien entendu, mais à la fois chez ses parties prenantes, d'une façon générale, et aussi bien entendu par rapport à ses propres talents. C'est-à-dire une entreprise pour recruter dont on sait par bouche à oreille ou en lisant, c'est très facile en regardant les bilans sociaux qui sont publics, puisque les 3 premiers absentéismes, les 3 premiers indicateurs, absentéisme, accident du travail, rotation du personnel, ce sont des indicateurs obligatoires des bilans sociaux. Donc, il suffit d'aller regarder, et quand vous voyez qu'une entreprise a un absentéisme élevé, un taux d'accident du travail élevé et une rotation du personnel élevée, et ben là, vous pouvez être sûr que, d'une façon générale, sa qualité managériale est pauvre, et à l'intérieur de ça, sa politique de prévention et donc, vous fuyez, quoi. Donc, alors, pour répondre à la question de Sylvie, donc il y a une corrélation forte entre la qualité générale du management des personnes et la prévention au travail. Et donc, c'est dans les pays où la prévention au travail, donc la qualité du management est la plus élevée, qu'on a les meilleurs résultats en termes de prévention au travail et donc en termes de création de valeur au travail, c'est-à-dire en termes d'absentéisme le plus bas. Parce que qui dit absence dit perte de production, en fait, voilà. Qui dit accident du travail dit perte de production. Qui dit rotation du personnel dit aussi perte de production. Tout ça, c'est de la perte de valeur ajoutée. Quand quelqu'un s'en va jusqu'à ce que vous le remplaciez, il y a un trou de production, sauf à le faire remplacer par quelqu'un qui est présent en surtemps et en sursalaire. Mais du coup, vous épuisez la personne présente qui, à un moment donné, va elle aussi être finalement démotivée, absente ou partir. Donc, de toute façon, dans tous les cas, vous avez un impact. Et donc, pour résumer, les pays d'Europe du Nord, alors ça commence aux Pays-Bas, les pays scandinaves d'une façon générale, l'Allemagne d'une certaine façon, même si c'est un peu plus mitigé, les pays anglo-saxons de type Canada, Australie, bizarrement ou pas, le Japon, parce qu'ils sont obligés de faire attention à ces sujets-là aussi, pour des raisons pareilles, démographiques. Ils ont peu de main-d'œuvre, donc quand ils l'ont, il faut faire attention. Ils évoluent beaucoup là-dessus. Ont des résultats en termes de prévention tout à fait, supérieurs aux nôtres, quoi, voilà. Notamment accident du travail beaucoup plus bas, absentéisme au travail beaucoup plus bas, et une fidélité du personnel plus élevée. Voilà. Non, le Japon a été quand même, me semble-t-il, que tu diras certainement beaucoup mieux que moi en tant qu'économiste, mais était l'un des pays pionniers dans l'organisation du travail et dans une organisation rendant un travail efficace et productif. Oui, mais Toyota qui a lancé ça. Je disais ça parce que l'image qu'on a en France, spontanée, du Japon, tu sais, c'est plutôt l'image l'entreprise qui exploite les petites fourmis, etc. Et en fait, dans la réalité, voilà. Mais cette image, si on l'a pas, tant mieux. Quand on l'a, en fait, elle correspond pas du tout à la réalité. Hein. C'est-à-dire que
Après, d'une façon générale, c'est pas par hasard si l'espérance de vie en bonne santé, la plus élevée au monde, c'est au Japon. Donc, Bien sûr, c'est parce on y qu'aussi, retrouve. voilà, c'est parce qu'aussi, quand pendant les 40 années qu'ils passent au travail, ils sont mis dans des conditions très supportables, on va dire. Voilà. Je pense que même sans l'avoir officiellement exprimé et concrétisé dans des process, mais pour moi, l'organisation productive, c'était Toyota qui a commencé. Ça commençait, c'était également sur une forme de qualité de vie au travail qui était induite dans un objectif de production. Tout à fait. Alors ensuite, pour répondre à une autre question de Karine, il y a les comparaisons après, donc voilà, entre pays, et donc c'est très corrélé finalement à la qualité générale du management. Et comment est-ce qu'on acquiert une qualité générale du management? Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est uniquement par la formation, quoi. Voilà, par la formation, par la culture, par la pratique, par la voilà. Hein, et donc probablement en France, on a un retard sur la bonne la formation au bon management, qui intègre donc la prévention. Voilà. Et d'ailleurs, je vous cache pas, pour être moi issu d'une grande business school française, on avait des cours de management, mais très généraux, genre pyramide de Maslow, etc. Vous voyez, et on n'avait rien sur on n'avait rien sur ce que rapporte justement dans une politique managériale soucieuse du capital humain ou du potentiel humain. On n'avait rien sur la prévention, etc. 3 années HEC sans un mot là-dessus. Non, non. Ah ouais. Alors ça a peut-être changé maintenant, hein, mais ça évolue quand même pas mal. Il suffit de le voir, enfin moi je le constate au sein du club, hein, où il y a quand même de plus en plus de nos diplômes qui intègrent à tous les niveaux. Alors, au niveau, dans nos diplômes d'ingénieur, il y a un module de prévention au travail qui est obligatoire, mais de plus en plus dans tous les diplômes, et je pense que il y a 2 catégories. Il y a ceux qui ont forme pour être des experts de la prévention, mais dans de très nombreux diplômes post-bac, il y a maintenant un module je vais dire de sensibilisation, mais enfin au moins d'initiation à la connaissance de ce qu'est la prévention, de ce qu'il faut faire, d'avoir, je vais appeler ça un éveil à la prévention, mais ça commence doucement dans la majorité des diplômes, voilà. et il suffit de le croire. Donc tant mieux, et enfin mon propos était de dire fondamentalement ça passe par là, voilà. Bien sûr. Hein, donc ça passe par la formation. On a parlé très longtemps de. Voilà. Plus bien entendu, mais ça, ce n'est plus dans la main de nos auditeurs, ni dans la mienne, ni dans la tienne. Ça passe aussi par des politiques publiques qui vont inciter à des politiques de prévention, et à de vrai, parce que finalement, quand on agrège les coûts cachés des défauts de prévention au niveau de la France, on arrive sur des dizaines et des dizaines de milliards d'euros par an perdus. C'est énorme. Ça fait des points de PIB. Et si on les avait au contraire activés, eh bien ça remplirait les caisses de l'État qui en a bien besoin. Donc finalement, c'est une évolution d'un sujet dont on parle depuis, je dirais, une cinquantaine d'années. Finalement, c'est né même dans les politiques publiques. On parlait de qualité, où il y a eu, toutes les entreprises se sont mises à faire de la qualité avec la première ISO 9000. Mais aujourd'hui, on évolue sur la sécurité, puisqu'on a compris que la qualité, c'était une qualité de production, mais cette qualité de production, aujourd'hui, dépend de la qualité des salariés. Et la qualité des salariés, c'est la prévention, c'est leur qualité de vie au travail. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Alors après, comparaison par taille, en fait, nous, donc, je veux dire, c'est plus de 2000 cas, donc on est statistiquement représentatif. Donc, c'est des cas qualitatifs, hein, c'est de la recherche d'intervention. Mais on en a fait tellement qu'on arrive sur des échantillons représentatifs. Il n'y a pas de différence fondamentale
entre les grandes et les petites entreprises. Après, dans les résultats concrets des politiques de prévention, c'est-à-dire que les 10 000 € par an de coûts cachés liés à des défauts de prévention, on les trouve aussi dans les petites entreprises comme dans les grandes, dans le public comme dans le privé. Et d'ailleurs, quand on regarde finalement et pour vous convaincre, en fait, quand on regarde, si vous voulez, les taux d'absentéisme, les taux d'accident du travail et les taux de rotation du personnel, à l'heure actuelle, ces indicateurs sont aussi dégradés dans les petites que dans les grandes. Peut-être effectivement un peu plus dans les petites entreprises qui ont un peu plus de mal que les grandes, quoique ça dépend des postes, en fait, à recruter, à retenir leurs salariés, etc. En tout cas, la leçon à retenir, c'est que justement, l'impact est probablement plus fort encore dans une petite entreprise. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 5 personnes et que vous en avez une qui vit un accident du travail par défaut de prévention, ça vous fait 20% de votre force de travail qui est au tas. Voilà. Alors que dans une grande entreprise, évidemment, l'impact d'une personne est bien plus faible. Donc, toutes les entreprises sont concernées par la prévention, y compris dans les entreprises du secteur public. Les TPME devraient l'être probablement encore plus que les grandes. Voilà. Et là, pour le coup, dans le secteur des TPME, on a effectivement la plupart des dirigeants, dans le secteur de l'artisanat, boulangerie, pâtisserie, BTP, on a souvent des dirigeants en fait qui ont une formation uniquement technique, qui ont un vernis préventif, qui font quand même gaffe par rapport aux lois qui existent, mais qui ont vraiment pas une culture très approfondie. C'est là où je disais, c'est là où ça manque vraiment de formation, mais de formation impactante, c'est-à-dire avec les coûts performance cachés. C'est-à-dire montrer à un patron d'une boîte de BTP de 10 personnes ce que ça lui rapporte si j'allais dire, il prend en main et il est intraitable sur sa politique de prévention. Vous voyez, c'est pas uniquement pour respecter la loi et faire joli, j'allais dire. C'est vraiment parce que économiquement, ça va l'aider. Alors, pour répondre à Bruno Lamétrie, comme Sylvie l'a dit, alors je parlais d'un temps qui n'existe plus. On a effectivement de plus en plus dans les. Alors, avec également j'allais dire la question de la RSE, c'est-à-dire que la politique de prévention au travail fait partie intégrante de ce qu'on appelle en fait la responsabilité sociétale de l'entreprise ou sociale et environnementale de l'entreprise. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises sont de plus en plus obligées de faire des reportings, des déclaratifs de ce qu'elles mettent en place concrètement pour renforcer la RSE. Alors surtout en Europe, puisqu'il y a une directive qui est passée qui oblige les entreprises à ça. Et donc du coup, on a effectivement les programmes de formation en management qui de plus en plus, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, comme on l'a dit au CNAM, dans les grandes écoles, à partir des formations post-bac, intègrent. Voilà. Le défaut, sauf Sylvie et au CNAM, le défaut, c'est que souvent, il n'y a pas de connexion avec l'économique qui est fait. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Voilà. Ça reste qualitatif, ça reste il faut. Il y a des arguments éthiques, et c'est bien aussi d'avoir des arguments éthiques, en disant c'est mieux de faire comme ça, c'est mieux pour le bien-être, le confort, et il faut, c'est bien. Mais c'est encore mieux si à tous ces arguments, j'allais dire légaux, de respect de normes, on connecte avec l'économique. Parce que là, ça finit en fait de convaincre aussi de l'utilité économique finalement de politiques de prévention, et ça va faire que les managers vont s'en saisir aussi avec encore plus de force. C'est pas uniquement pour faire beau, c'est pas uniquement pour faire du bien,
Et c'est très bien, hein, il faut ça, mais c'est aussi parce que ça crée de la valeur économique. Ça crée de la valeur économique. Et la valeur économique, l'entreprise en a besoin, nous en avons besoin, nous, pour nous nourrir, et notre pays en a besoin. Mais oui, c'est-à-dire, j'allais dire qu'on est, on est patriote dans le bon sens du terme si on met en place effectivement des politiques de prévention. Mais c'est vrai. Prendre soin de son potentiel humain, ça crée de la valeur économique. Voilà. Mais malheureusement, la comptabilité classique, la finance classique, les budgets classiques ne le montrent pas. Non. C'est pour ça qu'il faut une méthode à part, extra-financière, extra-comptable, pour le mesurer. Voilà. Alors là, c'est moi qui pose la question parce que je ne connais pas les programmes d'enseignement. Des gens qui s'orientent et qui étudient justement cette comptabilité d'entreprise. Donc les comptables, les experts comptables, etc. Est-ce qu'ils ont je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'ils ont dans les cursus de formation actuels une ouverture de notions extra-comptables, extra-chiffrées, on va dire, des performances et coûts de l'entreprise. Justement, cette ouverture-là. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, de plus en plus, mais c'est récent. Là, c'est pas un hasard si sur les congrès, le congrès de l'Ordre des experts comptables à Marseille, et le congrès de l'Institut français des auditeurs et des directeurs financiers d'entreprise, qui s'appelle l'IFACI, c'est la plus grosse association française, ils sont 5000. L'Ordre des experts comptables, ils sont 50 000. Ils m'ont sollicité pour intervenir à leur congrès annuel, qui a lieu dans les 2 cas en novembre d'ailleurs, sur cette question. C'est-à-dire, alors déjà pour eux-mêmes, enfin pour les experts comptables, pour leur cabinet, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut mesurer ça finalement? C'est-à-dire, ça rapporte quoi? Le confort au travail, j'allais dire. Voilà. Et l'IFACI, pareil, c'est comment est-ce qu'en tant que directeur financier, comment est-ce que je peux mesurer en fait ce que tout ça rapporte? Parce qu'effectivement, dans mes comptes, et ça c'est la pression à la RSE quand même qui rend ça possible. Donc on va dire réglementaire quasiment, plutôt normative, Oui. C'est la pression éthique, la compréhension que ça joue pour attirer les talents. Vous voyez. Et troisièmement, c'est aussi l'intuition. Pour l'instant, ça ne reste qu'une intuition que ça rapporte aussi. Ça reste une intuition parce que malgré tout, chez un directeur financier de base, même ouvert d'esprit, et je les connais très bien, les experts comptables, les comptables de base, même ouverts d'esprit, il y a quand même l'idée que tout ça, c'est marginal économiquement. C'est ça. Voilà, et c'est là où il faut travailler. Voilà. Oui, c'est important, mais d'un point de vue réglementaire, éthique, etc. Mais finalement, les gains économiques, ça reste marginal. Non. Voilà. Non. Donc moi, je leur explique que non, je leur montre et je leur fais faire des calculs pour qu'ils s'en rendent compte très rapidement, quoi. Voilà. J'aime beaucoup la question de Karine qui dit: peut-on mesurer ou utiliser la méthode des coûts cachés soi-même ou doit-on faire appel à toi, Laurent? Ah bah non. C'est justement, moi je transfère. Moi je transfère pour vous facile. Alors, 3-4 principes. Vous avez largement de quoi, au travers ce que j'ai mis dans le MOOC, vous avez largement de quoi faire des calculs. On est en comptabilité du caché, on n'est pas en comptabilité du visible. Donc, vous oubliez, et c'est le spécialiste français qui vous le dit, vous oubliez les principes de la comptabilité classique. On ne cherche pas l'exactitude, on ne cherche pas l'exhaustivité, on ne cherche pas l'objectivité. On cherche le chiffre qui va faire consensus auprès des personnes concernées par la situation. C'est-à-dire, en fait, ça se fait par entretien avec les personnes qui vivent les problèmes, et on cherche des ordres de grandeur qui font consensus.
Donc, alors, avec beaucoup de temps et beaucoup de travail, on peut trouver des chiffrages exhaustifs. On pourrait objectiver beaucoup plus, mais à la limite, c'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on cherche, puisque on n'est pas en comptabilité. Et c'est la grosse différence. C'est-à-dire que le chiffrage comptable classique, il est fait pour compter et enregistrer le chiffre. Point. Un chiffrage de coûts cachés, il est fait pour transformer. On cherche pas, vous voyez, on cherche pas à l'enregistrer et après on s'en va. Non. En fait, on cherche à chiffrer un coût pour dire regardez comme c'est élevé et transformer les situations vers du meilleur. Donc, soyez à l'aise. On cherche un chiffrage qui va faire consensus auprès des personnes qui vivent les situations. Donc, les accidents du travail, le taux, c'est combien? On cherche le coût d'un accident du travail moyen dans l'entreprise, hein, en termes d'arrêt maladie, de non-production, etc., etc. On fait un chiffrage en ordre de grandeur, on le fait valider par les personnes concernées et on multiplie après par le nombre d'accidents du travail qu'il y a eu dans l'entreprise. Voilà. Alors, ça suffit largement. Ça suffit largement. Pour compléter, pour qui voudrait aller un petit peu plus loin, et pour information, nous ouvrons à partir de l'année scolaire prochaine, c'est-à-dire l'année 24-25, donc à partir je crois que c'est au deuxième semestre, donc à partir de février 2025, nous ouvrons une unité d'enseignement dont le code est HSE 125, qui sera intégralement dédié au retour sur investissement de la prévention, et donc avec des explications en détail, des exercices et des modes de calcul et des méthodes qui seront communiquées. Donc, pour ceux qui voudraient aller plus loin, et de toute façon, c'est une UE qui est intégrée dans nos diplômes de prévention. Alors, le retour sur investissement est important à évaluer, non seulement pour montrer que ça rapporte, etc., mais après pour prendre les bonnes décisions en termes de prévention. Donc là, c'est dans une entreprise de conseil en mécanique, ils avaient un taux d'absentéisme assez nettement plus élevé que les entreprises bon élèves du secteur en ce domaine. Et donc, ils ont décidé de mettre en place un plan de réduction de l'absentéisme. Ils ont fait un diagnostic plus précis sur les causes de l'absentéisme et ils ont trouvé que, pour une grande part, il était lié à des conditions de travail, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais à des conditions de travail pauvres sur certains secteurs, dans certains domaines, et également sur une insuffisance de rémunération dans d'autres secteurs. Et donc, du coup, ils ont fait un plan de réduction de l'absentéisme assis sur de l'amélioration des rémunérations et des conditions de travail, avec une grosse dose là dans l'amélioration des conditions de travail, des actions de type prévention. Et ils ont chiffré le coût de ce plan, évidemment, pour s'assurer que, effectivement, ce plan, et là vous réussissez à convaincre les dirigeants que le coût de ce plan était très nettement inférieur au coût caché des défauts visés. Donc, calculer les coûts cachés, ça vous permet aussi non seulement de stimuler, mais aussi de prendre les bonnes décisions après au plan économique de prévention, en disant, voilà, on va mettre. Et très souvent, on se rend compte, en faisant l'exercice, que finalement, et là, vous mettez dans votre poche les DAF et les comptables. Parce que lui, il va vous dire, mais ça coûte cher ta politique de prévention, là. On n'a pas l'argent. Parce que lui, il ne voit que ce que ça coûte. Il ne voit pas ce que ça rapporte. Et vous lui montrez, vous dites, mais tu as raison. Ça coûte 1 million d'euros. Mais ça va en rapporter 3 500 000 par an. Par an. Donc, c'est ne pas le faire qui coûte. Voilà. Y a-t-il un indicateur pour mesurer les notes au travail? Il y en a 5 en tout. Naïma, c'est dans le trèfle. Le bien-être au travail, quand il n'est pas là, quand il n'est pas au niveau,
vous avez de l'absentéisme au travail qui est plus élevé que la moyenne du secteur concerné, vous avez des accidents du travail plus élevés, vous avez une rotation du personnel plus élevée, vous avez des défauts de qualité des produits ou des services qui sont plus élevés, et vous avez en fait une sous-productivité, des écarts de productivité plus élevés. Voilà. C'est les 5 indicateurs clés qui permettent de dire, là on est dans une entreprise où le bien-être au travail pourrait être amélioré en fait. Voilà. En revanche, il faut que vous en ayez de la tête, il n'y a pas d'indicateur absolu du bien-être au travail. Parce que le bien-être au travail, c'est pas un stock. C'est quelque chose à construire en permanence, en fait. Vous voyez, ça, on y a répondu. Ça, on y a répondu. On a répondu à tout, à peu près. On a répondu à tout. Hein. Hélène, y a-t-il des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Si ça veut bien dire. Pardon, un petit temps de remise en temps. Il y a une dernière question de Karine qui demande où on peut trouver des indicateurs des secteurs pour se comparer. Je pense que c'est plus sur le terme de peut-être de secteur d'activité. Alors vous avez raison. Alors il faut être. Moi mon conseil c'est vous avez raison oui et non. C'est-à-dire c'est intéressant de se comparer. Maintenant si vous êtes dans un secteur où tout le monde est nul en prévention au travail, le risque c'est que vous allez le risque c'est que vous allez dire finalement on est aussi nul que les autres, donc on est dans la moyenne, donc finalement on fait rien. Vous voyez. Donc, les comparaisons, c'est intéressant effectivement pour vous situer, pour voir si vous êtes plus mauvais ou un peu meilleur que la moyenne du secteur. Mais c'est pas à cause de ça que vous devez ne pas faire ces calculs, ces chiffrages pour essayer de faire mieux. Voilà. Hein, donc, comparaison n'est pas raison, voilà, on pourrait dire. C'est intéressant quand même de regarder un peu. Pour trouver les chiffres, en fait, il faut passer par les branches. Hein. Les branches ont les chiffres. Les branches ont les chiffres. Il y a les branches, mais moi, j'ajouterais que c'est comme dans la prévention de manière globale. L'essentiel, c'est pas de se comparer aux autres en disant on est meilleur ou plus mauvais. L'essentiel, c'est de progresser et de faire mieux que ce qu'on est. Exactement. Et d'aller… alors, il y en a un qui, il y a très très longtemps, je refais un rapport avec la qualité, c'était Monsieur Deming. Finalement, l'idée c'est d'avancer et de mettre un pied devant l'autre pour aller, et c'est comme ça qu'on va beaucoup plus loin. Et ben, ces indicateurs-là nous permettent de poser des indicateurs dans l'entreprise, c'est comme pour la prévention, c'est comme pour la qualité, c'est comme pour l'environnement. Oui, c'est ça. Dans tous les domaines de pilotage et de management, c'est de savoir quelle est notre progression. Est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on stagne? Est-ce qu'on régresse? Et voilà, se comparer aux autres, c'est une information qui peut être intéressante, mais ce n'est pas la plus importante à mon sens. Tout à fait. Oui, alors pour Karine, les indicateurs les indicateurs de coûts cachés, les 5 que je vous ai cités, c'est des indicateurs de qualité de vie au travail. Alors justement, en les mesurant de façon dynamique. C'est-à-dire, c'est pas un niveau à un moment donné qui va vous dire je suis bon, je suis pas bon. C'est une tendance sur un an. C'est-à-dire, si vous réduisez l'absentéisme, si vous réduisez les accidents du travail, si vous réduisez vous êtes en train de créer de la qualité de vie au travail. Voilà. C'est cette logique-là qu'il faut avoir. C'est pas une mesure statique, hein, les coûts cachés. C'est une mesure en dynamique, complètement dans une approche qualité totale. Exactement. Voilà. Et bien, je dirais que si on n'a pas d'autres questions, on arrive à la fin de ce live. Ces échanges sont toujours passionnants. Et merci aux participants justement d'être présents, mais aussi d'avoir posé des questions aussi pertinentes et qui ont lancé un débat qui est toujours passionnant et très riche. Et du coup, je vais en profiter pour annoncer le prochain live qui se tiendra en septembre, exactement le 9 septembre à 14h, toujours sur le même principe. Et sur cette fois-ci, nous accueillerons
Anne-Sophie Godon et Vincent Beau qui viendront parler un peu plus de QVCT. Merci Hélène. Voilà. Merci. Et je vous remercie. Merci Laurent, surtout pour ta participation. Merci, allez, au revoir, à bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. On est bon. Comment on fait pour raccrocher? Tu quittes la réunion, juste les 3 petits points en haut à droite, quitter la réunion. Moi, je vais mettre fin au live. À très bientôt et bon week-end à tous. Au revoir.